Bonsoir à tous, je suis accompagné de Mia et de Rollmops. Bonsoir Mia, bonsoir Rollmops. Bonsoir à Bonsoir tous. les amis. Et nous sommes en présence de Thomas Courrier. Salut Thomas. Bonsoir tout le monde. Salut Thomas. Alors Salut Thomas. On est ravis de te recevoir sur Grégory Tome 2. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Je m'appelle donc Thomas Conrier, j'ai, sans raconter quand même toute ma vie privée, j'ai 51 ans, je suis papa d'un petit garçon. Voilà, quand l'affaire surgit, j'ai 12 ans, je suis jeune, je suis plutôt passionné, on est en 84 par les exploits de Michel Platini qui a fait gagner l'Euro de foot à la France qui se passe en France avec ses 9 buts, par les Girondins de Bordeaux, de ma région, qui excellent nationalement et au niveau européen. Je suis pas très passionné par cette affaire qui, à l'époque, les réseaux sociaux n'existent pas. Je suis ça par le prisme des reportages télé. À l'époque, il y a peu de chaînes en France. Il y a TF1, Antenne 2 qui est devenue France 2, FR3, Canal+ va arriver un petit peu plus loin, ça va pas beaucoup plus loin. Et il y a effectivement l'affaire Grégory pénètre tous les foyers français qui ont la télévision ou qui lisent le journal par la binarité où c'est Christine, où c'est Bernard, où c'est Bernard, où c'est Christine. Donc je ne m'y intéresse pas particulièrement. J'ai bien d'autres centres d'intérêt durant des années que m'occuper de cette affaire ou d'ailleurs d'affaires criminelles. Et en 2012, 2013, on va dire, oui, 2013 plutôt, j'ai une bonne amie qui d'ailleurs est toujours sur les réseaux sociaux, qui s'intéresse à différentes affaires, qui m'invite à m'intéresser à l'affaire, à deux affaires d'ailleurs, à l'affaire Ranouchi sur laquelle j'ai ouvert une autre page et sur laquelle j'ai fait c'est une affaire qui est un peu différente de l'affaire Grégory parce qu'elle elle est clôturée, elle est jugée. Donc là, c'est plus facile de communiquer. Donc j'ai ouvert une page que j'ai beaucoup alimentée. Qui tente de faire comprendre que la décision de justice était la bonne et qu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire, contrairement à ce qui a pu être dit par un livre qui s'appelle Le Pullover Rouge ou dans les médias. Et elle m'invite aussi à m'intéresser à l'affaire Gilmin. Moi, à cette époque-là, voilà, j'ai cette binarité, Christine, Bernard, Christine. Ça me paraît être une affaire très compliquée avec des histoires de famille, des cousins, des frères, des sœurs, à en perdre la vue. Ça me paraît très compliqué et pas très attirant. Et donc, elle me fait inscrire sur un groupe qui existe toujours, qui est un groupe qui a été créé par Monsieur Jacques Corazzi, qui s'appelle toujours Bernard Laroche Innocent. À l'époque, j'ai un raisonnement qui finalement est assez, je l'assume très bien, qui est une pensée qui n'est pas ma pensée aujourd'hui, mais qui est une pensée proche finalement quand on regarde l'histoire de la justice du procureur Estrangin quand l'affaire est balancée à Dijon, le procureur Estrangin requiert le renvoi de Christine Villemin en assise. Le juge Simon, et on le voit aujourd'hui dans ses carnets, il ne décrète pas que Christine Villemin est innocente. Voilà, il voit cette femme, il se dit tiens, soit c'est la plus en substance, il dit c'est la plus machiavélique des femmes, soit elle est victime d'une terrible erreur judiciaire. Donc il ne décide pas de l'innocenter. Elle est d'ailleurs restée inculpée à partir du moment où le dossier a été balancé à Dijon pendant de 87 à 92, donc pendant 7-8 ans. Arrêt en 93, on va dire 8 ans. Et donc moi je me dis que, en plus imprégné dans ce groupe qui est un groupe vraiment de propagande anti-Christine Villemin, créé par Jacques Corazzi et principalement animé par l'ex-femme du journaliste Bézina, donc c'est un groupe de propagande anti-Christine Villemin. Et en plus mon amie me dit qu'elle pense peut-être que c'est la mère. Mais je me dis après tout, c'est la dernière personne connue à avoir vu l'enfant. Ceci a fait partie de l'histoire judiciaire de cette affaire, puisqu'elle a bien été inculpée. Donc je me dis peut-être qu'elle est coupable. Donc je suis sur groupe, je pose des questions. On me répond pas, ou on me répond des choses dont je découvre que c'est faux. Je demande l'arrêt de non-lieu que je ne détiens pas à ce moment-là, on refuse de me le donner. Donc petit à petit, je fais mon cheminement et je vois que ces mensonges qu'on me raconte et ces refus de communiquer des choses qui pourtant sont gravées dans le marbre, cet arrêt de 93 qu'on a refusé de me donner, c'est un arrêt pilier de cette affaire.
Et donc, je fais mon cheminement, je fais mes recherches et je me rends compte qu'en fait, Christine Guillemin n'est absolument pas coupable. Donc, je me fais virer, comme c'est arrivé à beaucoup de gens, de cette communauté qui était à l'époque privée, qui aujourd'hui est en secret, c'est-à-dire que seuls les proches des animateurs de ce groupe ils sont conviés. Je me mets sur un autre groupe qui n'est pas créé par moi, qui est animé par une personne qui n'est pas très active sur ce groupe. Christophe Tixier, il y a à l'époque un monsieur qui a lui-même créé depuis un autre groupe qui s'appelle Antoine Dionisio, qui érupte contre la mer à coups d'insultes, de diffamations, ce qui dérange beaucoup de gens et ce qui me dérange à moi aussi. Donc, je décide de prendre un peu les choses en main. L'administrateur de ce groupe me propose de devenir co-administrateur avec pour objectif de faire le ménage dans un premier temps et en ce qui me concerne d'essayer de faire de cette communauté quelque chose. On est à l'époque dans ce groupe, il y avait 100 ou 200 personnes. Donc j'ai passé beaucoup de temps à enlever les publications de ce monsieur, bon, qui a fait des siennes sur son groupe, à tel point qu'il a été, il est quand même passé en justice puisqu'il a été assigné par le procureur, monsieur Bosque. Donc les gens qui connaissent cette affaire connaissent l'individu, j'ai pas besoin d'en rajouter. Donc j'ai fait du ménage et puis je me suis dit, quitte à animer une communauté, je vais essayer d'en faire quelque chose. Mon objectif n'étant pas de militer pour ou contre X ou Y, mais d'essayer d'informer les gens, de partager ce que moi-même j'apprenais et de faire un groupe d'information. C'est un groupe qui existe toujours aujourd'hui, donc qui a beaucoup augmenté de taille puisqu'on est environ 15 000 membres. Et son objectif n'est pas d'enquêter. Moi, je considère que enquêter, instruire pour les juges, c'est un métier qui nécessite des compétences. On le voit dans les affaires récentes. Ce sont des structures absolument monumentales qui sont mises en place. Il y a les sections de recherche locales, et puis il y a des outils supports, le département des sciences du comportement, le département d'analyse criminelle, l'IRCGN, etc., etc. Personne, aucun internaute ne peut prétendre, à mon sens, posséder les capacités techniques, scientifiques, procédurales de ces structures. Et donc moi, je considère que chacun est à sa place. Moi, je suis un internaute qui essaie de renseigner les gens et la justice enquête. La justice instruit et les gendarmes, en l'occurrence, enquêtent. Et moi, je me range à ça. Je suis convaincu que je n'ai absolument rien à leur apporter. À mon avis, comme chaque internaute, la différence, c'est que moi, je le sais, d'autres, visiblement, ne le savent pas. Donc, voilà un peu mon état d'esprit, ce qui a fait mon évolution sur l'intérêt de cette affaire et j'essaie de partager ce que je peux apprendre ou des points qui me paraissent capitaux dans le respect du secret de l'instruction. D'accord. Donc justement, on sait que l'affaire Grégory, c'est un long dossier qui est plutôt compliqué et qui a été sous différentes tutelles de plusieurs magistrats instructeurs. Oui. Est-ce que tu peux nous résumer succinctement les différentes instructions qu'il y a eu? Tout à fait. Alors, il y a eu 7 juges, donc le crime est du 16 octobre. Le lendemain, le procureur ouvre une information judiciaire, 17 octobre. C'est le juge Lambert qui est le plus proche, qui est magistrat au TGI, aujourd'hui tribunal judiciaire de Épinal, qui est désigné. Il va travailler avec les gendarmes qui vont aboutir sur une première piste, peut-être qu'on pourra y revenir, qui est celle de Bernard Laroche. Il y a d'abord des résultats d'expertise en écriture. Bernard Laroche est mis en garde à vue. Il est relâché. Beaucoup de gens disent que ce sont les expertises en écriture qui ont servi à l'inculper. C'est faux parce que il a été relâché à la fin de sa garde à vue qui s'est tenue. La réunion où les experts présentent les expertises, c'est le 30 octobre dans les locaux de la gendarmerie à Nancy. Il est gardé à vue le 31 jusqu'au lendemain 1er novembre. Et parallèlement, puisqu'il donne dans son alibi, il implique Muriel Boll en disant qu'il a vu sa belle-sœur, les gendarmes interrogent Muriel Boll. De là, elle va leur donner des éléments qui vont faire émerger des incohérences. Une incohérence sur l'ordre d'arrivée. Elle dit que quand elle est arrivée, Bernard était là. Lui dit que quand il est arrivé, elle était là. Bon, ça, tout le monde le connaît. Elle décrit un chauffeur qui n'est absolument pas le chauffeur du mardi, parce qu'il se trouve qu'il y avait un chauffeur habituel, monsieur Chassel, et le mardi, depuis quelque temps, il y avait un monsieur qui s'appelait Galmiche qui assurait le transport, donc il l'interroge pour vérifier que Muriel était dans le bus, et il dit, non, je l'ai pas vu le 16, je l'ai vu le 23,
Et c'est ainsi qu'une audition de Muriel, une deuxième audition de Muriel chez ses parents, on est les 31 octobre et 1er novembre, et là, il l'amène d'autorité à la gendarmerie, et ils vont la confondre devant ses mensonges, et là, elle passe à table, on est le 2 novembre en milieu de matinée, et à partir de là, elle raconte, voilà, Bernard, en fait, je vous ai menti. Bernard est venu me chercher au CES. On est parti à l'étang chercher un enfant. Bon, je fais simple. Et à ce moment-là, on est en début d'après-midi, le 2 novembre. Il lui montre une photo de l'enfant dont Muriel parle. Est-ce que c'est bien celui-là? Elle dit oui. Ce qui déclenche le placement en garde à vue à effet rétroactif, je crois, à 13 heures pour éviter les impairs de procédure. Et là, elle confirme tous ses dires, etc., etc. Et le juge Lambert, malgré l'avis des gendarmes, refuse de l'entendre. Il ordonne de la relâcher chez ses parents. Les gendarmes, très inquiets, l'amènent d'autorité le 5 novembre. Là, elle répète ses dires. Le juge Lambert l'emmène sur les lieux. Elle confirme ses dires. Elle se trompe sur... elle ne reconnaît pas l'endroit où elle dit que Laroche est arrêtée, que les gendarmes de bon sens peut-être avaient supposé comme étant la place de Docel. Elle ne reconnaît pas cette place, mais elle dit que elle jure avoir dit la vérité. Et c'est un peu sur cette base que le juge Lambert va inculper Bernard Laroche. Voilà. Alors après, on reviendra peut-être sur les étapes qui font qu'il a pu changer de version. Par la suite, menacé d'une requête en suspicion légitime, il a été retourné. Et là, il s'est retourné vers la mer. Une solution qui arrangeait le juge, ce qui lui permettait d'oublier Laroche en ayant un plan B, ce qui arrangeait les policiers. On était dans le cadre de la guerre des polices. Aujourd'hui, la gendarmerie est intégrée au ministère de l'Intérieur. Il y a une coopération, on le voit dans les actes de terrorisme, la BRI, le RAID, le GIGN, tout ça, ça agit ensemble. Mais à l'époque, c'était pas le cas, c'était vraiment divisé. La police dépendait du ministère de l'Intérieur, les gendarmes dépendaient du ministère des Armées, donc c'était un peu la guerre des polices, et certains policiers voyaient d'un bon œil le fait de se jeter sur Christine Villemain, ce qui, par le jeu de certains réseaux de la maçonnerie, dont l'entraide est un des dogmes, ce qui pouvait arranger certaines personnes. Donc, j'ai parlé des enquêteurs, j'ai parlé du juge, les avocats de Laroche, méthode classique des avocats, on le voit dans des affaires récentes, Jubilard, le dossier actuel, les avocats de Jubilard essaient par les médias de déplacer vers des pistes, pourquoi pas l'amant, la femme de l'amant, etc., etc. Ça s'appelle la technique du contre-feu. Et donc, c'est un peu la technique qu'ils ont adoptée, puisque, en sous-jacent, puisque ce n'est pas lui, c'est donc elle. Puisque ce n'est pas Bernard, c'est donc Christine Villemain. Donc, ça les arrangeait aussi. Et bien sûr, une certaine presse, comme disait Maître Garot, l'avocat des Villemain, on a un couple qui regroupe autour de lui certains journalistes. Il y a un pool Bézina. Les époux Bézina, à l'époque, ils ont, sous 8 pseudos, ils inondent 80% du marché de la presse écrite. Il faut bien réaliser l'importance de ça. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui changent beaucoup la donne de l'information. À l'époque, l'information, elle est donnée par la presse écrite. Il n'y a pas beaucoup de chaînes de télévision. Il n'y a pas BFM, il n'y a pas CNews, etc. Il n'y a pas Facebook, les réseaux sociaux. Il y a la presse écrite. Et donc, ils vont inonder d'articles à charge contre Christine Villemain l'opinion publique. Voilà. Et donc, ça a été un peu le résumé de l'instruction Lambert qui se finit par une inculpation le 5 juillet 85 de Christine Villemain. Inculpation sans mobile, inculpation qui fait fi d'éléments qui pourtant l'innocentaient. Le dossier contre Christine Villemain est basé sur un trajet qui repose sur un lieu d'immersion qui a été reconnu comme impossible à dire d'essai le 25 octobre 84. Hop, tout ça mis sous le tapis. Le SRPJ s'est bien sûr abstenu de faire des essais. Il demande un contrôlographe sur le bus du fils Clodon qui montre que Christine Villemain était bloquée par un troupeau de vaches au moment où Michel dit avoir reçu un appel. Parce que le corollaire de la thèse contre Christine Villemain, c'est que Michel Villemain, qui ne pouvait pas être un complice de Christine, avait reçu l'appel. Donc ça aussi, ça l'innocentait, tout ça mis sous le tapis. Il y a un foulage que le juge Jean-Michel Lambert
demande lui-même, parce que le 30 octobre, donc il y a cette réunion dans les locaux de la gendarmerie de Nancy, où M. Klein détecte un foulage, tout le monde l'observe. Et donc le juge Lambert commet M. Klein pour faire un travail complémentaire, un travail qui lui sera envoyé le 12 novembre 84, et un travail qui, quand le dossier sera repris à Dijon, est absolument absent du dossier. C'est des choses qui auraient été de nature à changer radicalement la donne. Plus des pressions périphériques sur lesquelles on reviendra peut-être en haut lieu pour éviter d'accabler M. Laroche et se focaliser sur Christine Villemain. Le but était de graver dans le marbre la suspecte Christine Villemain, qu'elle soit ou pas condamnée. Mais en tout cas, elle a été renvoyée en assises et ce renvoi a été annulé, pour ceux qui se plongent dedans, sur de parfaits détails. On parle sur 3 points, la défense a levé 10 moyens de cassation. 3 ont été retenus. On parle de problèmes de signature, d'agrément des experts. Enfin, je fais simple, mais ça a été sur de parfaits détails que l'histoire a changé de camp. Et à partir de là, la Cour de cassation, c'est la procédure. On ne peut pas remettre, à partir du moment où la Cour d'appel de Nancy, par son arrêt de renvoi, a été déjugée, on ne peut pas lui confier le fait de réétudier le cas de Christine Villemain. Donc, on nomme une cour de renvoi, qui est la Cour d'appel de Dijon. Et c'est ainsi que le 25 juin 87, le juge Simon est instauré magistrat instructeur et est ordonné, malgré la réquisition, je disais tout à l'heure, du procureur de renvoyer Christine Villemain en assises, preuve que voilà, il y a rien de mal à se poser la question, ça peut être tout à fait légitime, mais malgré cette réquisition, un supplément d'information est ordonné et le juge Simon va instruire, va regarder une par une toutes les charges qu'il y a contre elle, et il va se rendre compte en un an et demi que Christine Villemain est innocente. La mission qui lui avait été donnée par la Cour de cassation était bien sûr de trancher le cas de Christine Villemain, et pour le cas où elle ne soit pas passible de renvoi en assises et qu'elle soit innocente, de faire toute la lumière sur cette affaire. Ainsi qu'il a commencé à s'intéresser à cette affaire. Il a réentendu des gens de la famille Villemain, il a fait faire des chronos, il a entendu des gens qui n'avaient pas été entendus, et il est arrivé un petit peu à la piste qui a cours aujourd'hui, avec quelques nuances, d'un crime collectif. Le problème, c'est qu'il a fait une erreur qui lui a coûté très cher, conjugué à sa santé qui était fragile, c'est qu'il a donné une interview, ce qui lui a valu la même chose qu'a subi le juge Lambert. Le juge Lambert, lui, s'était fragilisé par des erreurs énormes. Il a fait le 5, chacun s'en rappelle, le 5 et le 7 novembre 84, il donne des interviews, il viole le secret de l'instruction, il inculpe Bernard Laroche sur la base d'expertises qui ne sont pas dans le dossier, alors qu'il y a une expertise qui est celle qui a été faite par monsieur Argout, qui implique un autre suspect qui depuis a été innocenté. Il refuse de mettre en liberté Bernard Laroche, donc lui, il a été victime d'une menace, d'une requête en suspicion légitime, qui est une mesure très rare qui peut se lever contre les juges quand leur partialité est en jeu. Et un juge se doit, c'est la procédure pénale, d'être impartial. Et donc, il a été menacé de ça. Donc, par ses faiblesses, il a été retourné, parce qu'il a eu un double choix. Soit il continuait dans sa voie d'instruire sur Laroche et sa carrière était ruinée, on le faisait dessaisir, soit il a abandonné Laroche et on lui a mis sur un plateau la piste Christine Villemain. La différence entre le juge Lambert et le juge Simon, c'est que le juge Simon, lui, était inattaquable. Il a juste fait cette petite erreur. Le problème, c'est qu'il avait des soucis de santé, il avait des soucis cardiaques, et je pense que ça a accéléré l'aggravation de son état de santé. Et fin janvier 90, je crois le 28 janvier, il fait un infarctus. Et donc, il fait 2 jours de coma. On s'aperçoit qu'au bout de 2 jours, il est inapte à reprendre l'activité. Enfin, on va s'en apercevoir au bout de quelques temps. Il a perdu la mémoire, etc., etc. Et donc, passé quelques mois où on s'aperçoit qu'il ne reviendra pas, on désigne le 25 septembre 90 le président de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dijon comme magistrat instructeur qui s'appelle monsieur Jean-Paul Martin, qui va reprendre à son compte tout le travail de monsieur Simon. D'ailleurs, beaucoup de gens disent oui, l'instruction de Dijon, c'est Simon. Mais non, en fait, le non-lieu
de Christine Villemain, Monsieur Simon n'est absolument pas partie prenante. Donc, il a repris à son compte tout ce qui avait été fait par Monsieur Simon. Il a continué à instruire. Il a notamment entendu Madame Jacob, qui n'avait jamais été entendue. Il entend le 24 septembre 91. Il va faire des choses comme ça. Sur le signalement que tout le monde connaît de Madame Conrau, qui va déclencher des témoignages en confirmation d'un croisement entre le véhicule de Bernard Laroche et celui de Monsieur Collin, accompagné de Madame Clodon. Il va mener toute une instruction, faire des reconstitutions, entendre les uns et les autres. Donc, il a fait quand même des choses. Et c'est sous sa présidence et son instruction qu'a été rendu l'arrêt de non-lieu, qui est un arrêt salué par toute la justice pour sa méticulosité. Il fait 93 pages dans sa version intégrale. Alors, Jean-Marie Villemain avait créé un site dans les années 2000. Il en a produit une copie dactylographiée qui fait une cinquantaine de pages, mais c'est la copie conforme. Donc, c'est un arrêt qui est totalement explicite sur l'innocence de Christine Villemain et qui déjà lève des choses qui aujourd'hui ont cours, à savoir qu'il y a des charges très sérieuses contre Bernard Laroche d'avoir enlevé Grégory Villemain, qu'il apparaît impossible de dire qu'il l'a tué, et puis il y a une liste d'autres personnes contre lesquelles peuvent subsister des charges, et notamment 4 personnes que sont les couples Michel et Ginette Villemain et Marcel et Jacqueline Jacob, contre lesquels il est dit, c'est écrit noir sur blanc, qu'il y a, je cite, certaines raisons de penser qu'il n'était pas étranger au crime, sinon aux manifestations du Corbeau. Voilà, le problème, c'est qu'on a un décor sous-jacent qui est qu'entre-temps, Jean-Marie Villemain a tué Bernard Laroche. Il l'assassine le 29 mars 1985. C'est un crime avoué au premier jour. Jean-Marie se rend aux enquêteurs. Il est assez rare de voir que 8 ans après, un crime aussi simple, quelque part, fût-il grave, ne soit pas jugé. Et donc, il y a eu des pressions officiellement pour terminer l'instruction, pour juger Jean-Marie Villemain, et officieusement, parce que le but était de rendre un non-lieu pour Christine Villemain. Ce n'est pas de l'extrapolation, je ne fais que répéter des propos tenus par le juge Simon dans des carnets qui ont été produits à la justice en 2016, des carnets par nature sincères, parce que M. Simon ne s'attendait absolument pas à l'époque à ce que ses écrits soient produits en justice. Donc on lit à travers ces carnets le fond de décor, et il est clair qu'on a clôturé, si on lit le non-lieu entre les lignes, on voit il y a un goût d'inachevé, il y a des demandes d'expertise, demandes vocales, on ne va pas plus loin. On cite les 4 personnes que j'ai nommées, le couple Michel et Ginette et Marcel et Jacqueline comme étant des suspects potentiels. On ne va pas plus loin. On se borne à dire qu'en raison de recherches trop tardives, on ne peut pas aller plus loin. Bref, non-lieu en 1993. Le procès a eu lieu, qui finalement n'a pas apporté de grandes réponses. Je fais observer que ce procès s'est tenu en novembre-décembre 93. Et il est assez amusant de voir que les Jacob, qui pourtant étaient mentionnés 9 mois plus tôt comme des suspects, ne sont absolument pas convoqués, ni par la défense, c'est-à-dire les avocats de Jean-Marie Villemain, qui avaient intérêt à dire que leur client avait tué le bon, ni évidemment par les avocats Laroche, qui n'allaient pas jeter des soupçons sur de possibles complices. Donc en fait, voilà, ce procès n'a servi à rien en termes de manifestation de la vérité. L'affaire s'est endormie. Quelques années plus tard, l'ADN apparaît. Alors, l'affaire Villemain n'est pas la première affaire où l'ADN a été utilisé. Je crois que c'est l'affaire du tueur en série Guy Georges, où pour la première fois, on a pu élucider une affaire grâce à l'ADN. Mais par contre, l'affaire Villemain, c'est la première fois que l'ADN est considéré comme un élément nouveau de nature à faire réouvrir une affaire, puisque dans la procédure pénale, quand une affaire est clôturée en non-lieu, le temps bien sûr du délai de prescription, elle peut être réouverte si des charges nouvelles apparaissent. Et c'est ce qui s'est passé en 2000. Entre-temps, Monsieur Martin est parti en 95, donc on est sur le 3e magistrat instructeur. C'est Mademoiselle Catherine More, qui est présidente également de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dijon, qui va faire ordonner ces analyses qui sont demandées conjointement par les parents de Grégory et les grands-parents paternels de Grégory qui sont encore partie civile. Donc à l'époque, il s'agit d'analyser un demi-timbre
de mémoire sur la lettre Q2, qui est la lettre du 27 avril 1983, qui est la lettre qu'aujourd'hui on prête à Jacqueline Jacob. C'est la lettre qui confirme les menaces faites, je cite, au chef et à sa petite famille. Pourquoi pas les autres lettres? Parce que les autres timbres ont disparu. A priori, le juge Lambert avait fait dans les années 80 demander des expertises, des analyses ADN, de groupes sanguins sous les timbres à des experts. Je crois que c'est les docteurs Clément et Secaldi. Donc les timbres ont été perdus. Je pense que c'est à cause de ça. Donc on n'a plus qu'un timbre, un demi-timbre en l'occurrence, qu'on va faire analyser avec le support de l'ADN, parce que voilà, l'ADN est apparu aujourd'hui à ce moment-là dans l'investigation génétique. Donc 14 juin 2000, réouverture de l'affaire sous la présidence de Madame More. Quelques mois plus tard, ces analyses ne donnent rien. L'affaire est clôturée de nouveau, deuxième clôture après celle du 3 février 93. On est le 11 avril 2001. Pendant quelques années, il se passe pas grand-chose, sauf qu'en 2007, les parents de Grégory, sans lesquels je précise, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui portent des accusations contre eux, il est bien important de préciser que sans ces deux personnes, que sont le papa et la maman de Grégory, cette affaire serait prescrite. Elle est clôturée le 11 avril 2001. Sans les parents de Grégory, elle aurait été clôturée 10 ans plus tard. À l'époque, la prescription était décennale. Bon, depuis, il y a une loi en février 2017 qui a été votée qui fait passer la prescription à 20 ans. Donc, en 2007, soucieux de voir élucider cette affaire, ils vont avec Maître Moser à Lausanne consulter un éminent professeur qui s'appelle le professeur Margot, donc de l'Université de Lausanne, qui va leur rendre un rapport de faisabilité scientifique par rapport aux scellés existants, à tout ce qu'on a, sur tout ce qui peut être fait. Et à l'appui de ce rapport, qu'ils ont obtenu à leurs frais avancés, je le précise, ils vont donc saisir le procureur, qui est à l'époque monsieur Jean-Marie Benet, le prédécesseur de Jean-Marc Bosque, et monsieur Benet va requérir une réouverture de l'information judiciaire, ce qui va être accepté par la chambre d'accusation de l'instruction. En fait, c'est un changement de dénomination. On est passé entre 2000 et 2001 de chambre d'accusation à chambre de l'instruction. Mais bon, peu importe. Donc, monsieur Pontonnier, qui a pris la suite de madame More de mémoire en 2008, si je dis pas de bêtises, il ordonne, avec ses deux conseillers de la chambre de l'instruction, une troisième réouverture de l'affaire le 3 décembre 2008, et il ordonne de faire tout un tas de tests ADN sur différents scellés, les lettres, les cordelettes, qu'est-ce qu'il y a encore, les vêtements de Grégory, etc., etc. Voilà. Et en octobre, je reste un petit peu chronologique, hein, en octobre 2009, le laboratoire Biomnis, qui a été mandaté par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, décèle qu'il est potentiellement faisable, en tout cas qu'il y a sur 2 des 3 nœuds des cordelettes, il y a des possibilités d'identification d'ADN. Donc si l'analyse du timbre en 2000 n'avait rien donné, donc il n'était pas nécessaire de faire des prélèvements de comparaison, là ça devient nécessaire. Donc monsieur Pontonnier commet la DGGN, qui est une division de la gendarmerie, pour prélever des ADN dits de comparaison. Je crois de mémoire qu'il y en a 186 à l'époque, dont les gens que l'on connaît, toute la famille Villemin, les époux Jacob, etc., etc. Et d'ailleurs, monsieur Marcel Jacob sera prélevé le 8 décembre 2009, et le 14 décembre, il écrit des lettres dites testamentaires où il écrit à sa femme et à sa sœur, Monique, se défendant, jurant qu'il n'a pas tué Grégory. Et ce monsieur, quand on lui demande pourquoi, quand il a été gardé à vue en 2017, on lui demande pourquoi vous avez écrit ça, et il dit, en fait, c'était au cas où on vient de m'interpeller. À titre personnel, pour moi, ça signe un aveu quasi automatique d'implication physique dans le crime de Grégory. On a un exemple similaire, le tueur du grêlé, qui effectivement lui aussi a reçu sa convocation. La différence, c'est que lui, il s'est suicidé, il a laissé une lettre. Monsieur Jacob a laissé des lettres et a clairement dit en garde à vue qu'il avait écrit ça au cas où on vienne l'interpeller. Quel innocent craindrait d'être interpellé? Bon, bref, je passe. Donc, pour rester sur les phases d'instruction, monsieur Pontonnier donc est resté en place jusqu'à 2011 et est arrivé madame Barbier,
qui a donné une vraie impulsion au-delà des tests ADN qui ont été faits, parce qu'il y a eu d'autres campagnes suite à d'autres demandes des parents de Grégory. On est le 20 octobre 2010 et il y en aura d'autres le 27 septembre 2012. Madame Barbier arrive à Dijon, je crois, en septembre 2011. En 2012, elle est instaurée également magistrat instructeur et là, elle va aussi commettre la gendarmerie, des divisions spécialisées qui ont fait leurs preuves, notamment le service de renseignement criminel, c'est-à-dire ANACRIM, le département des sciences du comportement. Et en quelque sorte, elle va vraiment relancer l'enquête telle qu'elle avait été arrêtée au 3 février 1993. Parce que jusque-là, on a eu en 2000 et en 2008 plutôt, et en 2010 plutôt des analyses ADN. Donc là, une investigation va reprendre qui va déboucher sur, on y reviendra peut-être, sur les mises en cause que vous connaissez, avec les interpellations à 8 heures du matin le 14 juin de plusieurs personnes, les époux Jacob, Ginette Villemain, Monique et Albert Villemain, et avec la suite qu'on connaît. Et Madame Barbier devait prendre sa retraite en 2018, je crois, et s'était faite un peu comme le juge Simon, en fait, le juge Simon avait été instauré magistrat instructeur en 1987. Il était alors président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon. Il devait prendre sa retraite en février 88. C'est un procédé assez usuel dans la justice. Il s'est fait prolonger en surnombre pour instruire en tant que conseiller le dossier Grégory. Madame Barbier a fait pareil. Et aux surprises, alors qu'elle devait rester, je crois, jusqu'à 2020 ou 2021, elle est partie de façon assez surprenante et elle a laissé la place à Monsieur Brault, qui, selon les avocats Villemain et selon Monsieur le procureur, poursuit les investigations, étudie toutes les hypothèses et maintenant, en l'état connu du dossier, on ne sait pas ce qui en résultera. Voilà un peu pour l'histoire de ce dossier, les 7 magistrats instructeurs qui se sont succédés. Merci Thomas pour toutes ces précisions. Comme on le sait, différentes erreurs de procédure ont été commises dans cette affaire. On se perd un peu dans les pièces qui y sont toujours et celles qui en sont sorties. Qu'en est-il des aveux et des rétractations de Muriel Boll? Ces pièces sont-elles toujours au dossier? Alors, la substance je vais plutôt parler de révélation, parce qu'en fait, Muriel Boll ne s'incrimine jamais. On va parler plutôt de révélation sur l'implication de son beau-frère. On les résume à son audition de témoin du 2 novembre au matin, de la garde à vue, donc 3 auditions, le 2 novembre après-midi, 2 auditions, le samedi 3 novembre au matin, un transport sur les lieux avec le juge Lambert et une audition de témoin chez le juge. Alors, ce truc-là est quand même un truc qui gêne les avocats Boll et Laroche depuis le début. Peu de gens le savent, certains le savent, mais ils ont déjà tenté, il y a bien longtemps, de faire annuler ces pièces par un subterfuge qui était une attaque contre les gendarmes, via 2 accusations qui sont le faux et usage de faux en écriture publique, concernant ces PV de garde à vue et d'édition de Muriel Boll, et la subornation de témoins. Il va de soi que si la juridiction qui a tranché ça leur avait donné raison, ils n'avaient plus qu'à se baisser ça n'aurait plus été qu'une formalité pour faire annuler ces auditions. Ils n'y sont pas arrivés. Une enquête à l'époque, donc, qui porte plainte, c'est Bernard Laroche d'abord, il est encore vivant, qui porte plainte le 25 janvier 1985. Les parents de Muriel Boll, parce que Muriel est encore mineure, donc les parents de Muriel agissant en qualité d'ayant droit vont également porter plainte le 22 juillet 85. J'essaie de faire simple. Ces 2 plaintes vont être réunies après moultes étapes en une information judiciaire unique, suivie sur 3 chefs d'accusation, le faux et usage de faux en écriture publique, la subornation de témoins et la violation du secret de l'instruction. Il va de soi que donc un juge est désigné, un juge totalement indépendant, c'est un juge qui est à Dijon, au tribunal de grande instance de Dijon. Allez, on est en 86 à l'époque, le dossier n'est pas encore à Dijon, donc c'est un juge qui va instruire, qui va se servir du dossier déjà existant sur l'affaire Grégory Villemain, qui va mener des auditions, il va entendre Muriel Boll, il va entendre les gendarmes, il va entendre le juge Lambert, etc., etc. Et tout ce qui va conclure,
c'est que si des choses sont teintées de fausseté, ce ne sont certainement pas les attitudes et les manœuvres des gendarmes, mais ce sont surtout les dénégations entreprises par Muriel depuis le 6 novembre 1984. C'est-à-dire c'est le jour où elle se rétracte, où elle vient avec sa maman se rétracter. Un jour, elle dit que les gendarmes l'ont menacée de maison de correction le 3 novembre. Un jour, c'est le 2 novembre. Un jour, elle dit qu'on lui a fait croire à des écoutes confondant Bernard Laroche. Un jour, elle dit que Bernard Laroche qu'on lui a fait croire que Bernard Laroche avait avoué. Bref, toutes ces explications sont entourées de mensonges. Donc, tout ce que l'enquête a conclu, c'est un non-lieu pour les gendarmes et que justement, s'il y avait des choses teintées de fausseté, c'était plutôt les dénégations de Muriel. Donc, les avocats Boll, Laroche, qui ont fait jeu commun, ils ont été jusqu'à plaider ensemble puisque l'information judiciaire était unique. Ils ont fait chou blanc. Ordonnance du juge en juin 88. Le 24 novembre 88, ils font appel. La cour d'appel de Dijon rend un non-lieu. Ce non-lieu a été contesté en cassation. La cassation, en mars 89, a parfaitement acté de la validité de cette décision. Donc, ils ont fait chou blanc. Ils ont remis le couvert en 2017, puisque Muriel Boll a été mise en examen, comme vous le savez, le 29 juin 2017, ce qui donne des droits dans la procédure à Muriel Boll de faire des requêtes, de faire des contestations. Et donc, ces avocats, en décembre 2017, ils ont utilisé un processus qui a été créé par M. Sarkozy, alors président de la République, on va dire 2008-2009, qui s'appelle la question prioritaire de constitutionnalité. N'hésitez pas à m'interrompre si je suis compliqué, je vais essayer de faire simple. C'est un processus qui permet à tout justiciable de contester le cadre légal d'une affaire dont il est l'objet. C'est exactement ce qu'ont fait les avocats de Muriel Boll, qui en synthèse ont estimé, en tout cas ils ont posé une question, se demandant si le cadre de loi de ce qui entourait la garde à vue de Muriel en 84, à savoir, pour faire simple, l'ordonnance de 1945 sur les mineurs, était conforme à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux principes fondamentaux de la République sur 4 droits fondamentaux qui sont le droit de faire appel à un avocat, le droit de se taire, de garder le silence, le droit d'avoir un examen médical et le droit de faire appel à un parent. Voilà. Donc après, il y a un processus dans cette question où on passe d'abord en cour d'appel et après on va en cassation. Bon, je passe les étapes. Ils ont été déboutés par la cour d'appel, puis ils ont posé la question en cassation. La cassation, qui le 11 septembre 2018, a jugé cette question sérieuse et, comme le veut la procédure, l'a donc transmise au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est l'autorité suprême qui fait les lois, qui valide ou invalide les lois. Et le Conseil constitutionnel, le 16 novembre 2018, a rendu ce qu'on appelle une décision de censure. C'est qu'il a dit que le cadre légal en 1984 qui entourait la garde à vue de Muriel n'était pas constitutionnel et donc il y avait lieu d'en tirer toutes les conséquences. À partir de là, ça n'a été qu'un processus administratif. La Cour de cassation a jugé la garde à vue illégale et ce sont les juridictions de fond qui sont vouées à annuler la garde à vue. La Cour de cassation a décidé ça. Elle a nommé une cour de renvoi puisque la Cour d'appel de Dijon avait refusé en mai 2018 d'annuler la garde à vue. Donc, c'est le processus. On ne peut pas redemander à une cour d'appel de rejuger ce qu'elle a déjà jugé. Donc, elle a nommé à titre partiel, c'est-à-dire qu'elle n'a pas décidé un dessaisissement total de l'affaire. Elle a nommé sur ce strict sujet la Cour d'appel de Paris, qui le 16 janvier 2020 a fait droit tout à la fois à cette décision du Conseil constitutionnel qui a stupéfait le monde judiciaire parce qu'elle nous dit, pour faire simple, qu'une décision rendue aujourd'hui peut dans 30 ans être contestée. Donc ça a stupéfait pas mal de monde, bon acte, mais elle a fait droit à la manifestation de la vérité puisqu'elle a décidé que l'audition de Muriel de témoin où elle commence un petit peu à passer à table n'était pas annulable. Elle a, ça c'est logique, annulé la garde à vue. Elle a annulé toutes les pièces subséquentes qui font… une pièce subséquente, c'est une pièce qui prend son support sur une pièce annulée. Par exemple, je mets en examen quelqu'un,
je suis juge, je mets en examen quelqu'un, derrière je missionne un expert parce que la personne a été mise en examen et le code de procédure pénale m'en donne le droit, eh bien l'expertise psychiatrique ou psychologique va être annulée parce qu'elle est subséquente. Et donc là, toutes les pièces subséquentes qui se réfèrent à cette garde à vue ou des morceaux de pièces qui se réfèrent à cette garde à vue ont été annulés. Mais l'audition que Muriel a eue chez le juge le 5 novembre, où elle a répété en substance tout ce qu'elle a dit aux gendarmes, a été conservée. Donc, des pièces ont sauté, mais aujourd'hui, au moment où on parle, tout ce qu'a dit Muriel Boll est dans le dossier sans la moindre contestation possible. Voilà. D'accord, c'est très clair. Très bien. Donc, Thomas, en 2008, la piste du crime collectif se confirme. Donc, les gendarmes et le juge, qui ont discrètement relancé l'enquête, impliquent déjà le couple Jacob. Selon eux, le couple aurait incarné les voix du corbeau et serait également responsable du rapt et du meurtre du petit Grégory. Donc le 14 juin 2017, un nouveau rebondissement. Le couple est interpellé et mis en garde à vue pour enlèvement et séquestration suivie de mort. 2 semaines plus tard, c'est au tour de Muriel Boll, contre qui la séquestration n'est pas retenue. Ginette Villemain fait également partie des gardés à vue, et le couple Albert et Monique Villemain sont également entendus, mais eux en audition libre pour raison de santé. Donc d'après toi, Thomas, quels sont les éléments qui ont permis de mettre en garde à vue le couple Jacob ainsi que les autres protagonistes? Alors juste pour la forme, en fait, effectivement, le 14 juin 2017 à 8h, vague d'interpellation avec tous les gens que tu as cités. Il y a une petite erreur dans les médias. En fait, c'est seulement Monique Villemain qui était dans le couple, Monique et Albert, dont il était prévu qu'elle soit mise en garde à vue. En fait, le problème, c'est que les gendarmes débarquent la concernant au domicile. Ils habitent encore à leur domicile à Aumontzey. Ils iront plus tard en EHPAD. Et en fait, ils arrivent. Monique Villemain a du mal à se lever. Il y a des traces, d'incontinence, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est affaibli physiquement. Et en accord avec Madame Barbier, il décide de ne pas la mettre en garde à vue. Mais Albert Villemain aurait pu l'être. Il ne l'a pas été. À ma connaissance, ce n'était pas prévu. Juste pour revenir au début de ton propos, il faut bien visualiser que la suspicion sur les Jacob, elle n'est pas née en 2008. On a, et chacun qui lira le non-lieu de 93 le verra, c'est écrit noir sur blanc. Vous allez voir dans la charge sur la levée des écrits contre Christine Villemain, il est écrit que pour eux, comme d'ailleurs le couple Michel et Ginette, il y avait certaines raisons de penser qui n'étaient pas étrangers au crime, sinon aux manifestations du Corbeau. Donc c'est quelque chose qui n'est pas né en fin des années 2000. Après, je pense que en 2008, ce sont des analyses à charge et à décharge de quiconque, des analyses ADN qui ont été demandées. Le soupçon, il a été vraiment relancé sous l'investigation de Madame Barbier, donc effectivement contre les époux Jacob, qui sont tous les deux vivants, contre les époux Michel et Ginette Villemain. Michel est décédé en mars 2010, donc il peut pas être poursuivi, et contre Bernard Laroche, qui lui aussi est mort. Alors pourquoi on les a mis en cause? En fait, pour faire simple, tout ça est assez confidentialisé. Je pense que les Jacob, ils pâtissent déjà d'une incertitude sur leur alibi. On ne sait absolument pas s'ils étaient ou pas à l'usine ce jour du 16 octobre. Leur déclaration ultérieure, après leur interpellation, vient jeter le trouble, puisqu'il y a un PV de réunion syndicale qui surgit. Les Jacob, ils ont été entendus 3 fois dans les années 80. On a Marcel Jacob qui est entendu 4 jours après le crime. Le 15 juin 2017, il dit en garde à vue, parce qu'on a retrouvé la veille un PV de réunion syndicale, il dit j'ai mis ce truc de côté parce que c'était un crime de famille, donc dès le lendemain, je l'ai mis de côté pour le montrer aux gendarmes. Le problème, c'est que 3 jours après ce lendemain, c'est-à-dire 4 jours après le crime, le 20 octobre 84, il est entendu et sa maison est même perquisitionnée parce qu'il y a plusieurs Villemain qui ont dit que c'était des gens soupçonnables. Jean-Marie refait le chemin du fameux appel au Taucoussin avec les enquêteurs, où il cite 4 noms, Noël, Verdu, Jacquel et Marcel Jacob.
On observera dans cet appel que visiblement le corbeau tient absolument à dire que ce n'est surtout pas Marcel Jacob. Chacun en déduira ce qu'il veut. Donc il y a ça. Il y a Albert Villemain qui raconte les disputes qu'il a eues avec Marcel, qui dit que Jacqueline est une vipère, que voilà. Donc ces gens-là sont cités comme des gens soupçonnables. C'est pour ça que Marcel Jacob a été entendu le 20 octobre 84. Sa maison a même été perquisitionnée. Pourquoi Jacqueline Jacob n'est pas entendue ce jour-là? Parce que je pense qu'à l'époque, on est le 20 octobre, donc 4 jours après le crime, on est sur l'idée d'un homme seul. Il y a eu l'appel qu'a reçu Michel, qui parle de l'homme de d'habitude, qui dit qu'il a tué Grégory. Donc je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas auditionné Jacqueline Jacob. Donc ces gens-là vont être mis totalement de côté. Au passage, il y aura 3 collèges d'experts désignés par le juge Lambert qui ignoreront soigneusement ces gens-là, alors que un vrai travail professionnel aurait consisté, sans les accuser de prime abord, mais à leur faire des dictées et joindre leurs écrits aux experts, aux 3 collèges d'experts mentionnés par le juge Lambert. Donc plus tard, en 89, le juge Simon, après avoir montré l'innocence Christine Villemain, reprend un peu le flambeau. Il tombe sur les Jacob. Le 12 décembre 89, il convoque les 2 époux Jacob. Madame Jacob ne comparaît pas, un PV de non-comparution est dressé. La chance qu'elle a eue, c'est que 1 mois et demi plus tard, le juge Simon a fait un accident cardiaque, mais sinon, je pense que c'était peut-être un mandat d'amener qui l'attendait. Donc, le temps que le juge Martin, donc Marcel Jacob est entendu ce 12 décembre 89, il est également interrogé, et encore une fois interrogé sur son alibi. Là encore, aucune mention de la réunion syndicale, rien du tout. Il est à son poste de travail de 13h à 21h. On a fait des vérifications auprès du personnel de l'entreprise où il est dit qu'effectivement, oui, dans les registres du 16 octobre 84, monsieur et madame Marcel Jacob sont au travail de 13h à 21h. Mais on note aussi qu'il est facilement faisable de s'absenter, que monsieur Jacob est un coutumier des absences. Et donc, en fait, voilà, un alibi qui ne repose que sur des déclarations qui, en fait, est invérifiable. D'ailleurs, Maître Giorana a dit en 2017 qu'il a brandi un PV de synthèse des alibis des gendarmes en disant qu'Anacrime n'en avait pas tenu compte. Tous ceux qui ont Anacrime savent que c'est totalement faux. L'analyse criminelle a totalement tenu compte des alibis des Jacob. Tout ça sont des mensonges. Après, bon, les avocats sont dans leur rôle. Je comprends un peu moins des internautes qui ne sont pas partis à cette affaire de verser dans la mauvaise foi. Bon, bref. Et donc, Madame Jacob, qui n'est pas comparue, un PV de non-comparution est dressé en décembre 89, le temps que le juge Martin reprenne le dossier, il l'a fait entendre le 24 septembre 91, d'ailleurs par les gendarmes. Hein, c'est pas lui qui l'entend, ce sont les gendarmes qui l'entendent, qui rendront même un PV de synthèse disant qu'elle était particulièrement inquiète et nerveuse, réticente à répondre à des questions au moment des questions, mais aussi de faire des dictées, puisque cette dame, aussi surprenant que cela puisse paraître, alors que dans les tout premiers jours, on a des gens qui les soupçonnent, il y avait vraiment motif à lui faire des dictées. Et donc voilà, et par le fil des événements, avec l'assassinat de Bernard Laroche qui a imposé de juger Jean-Marie Villemain, en tout cas des pressions pour ce faire, ces gens-là sont restés tranquilles. Mais en 2017, on n'a pas fait une trouvaille, en fait. Madame Barbier n'a fait que confirmer des choses qui avaient été entrevues. Et donc, pourquoi ces gens ont été mis en cause? Alors, tout ça est assez confidentialisé, mais on peut dire que, d'une part, ils sont proches du ravisseur qui est considéré comme certain de Grégory Villemain, à savoir Bernard Laroche. On ne sait pas, en tout cas en l'état connu du dossier, qui était le corbeau, mais on a une fiche signalétique. On sait que c'est un couple parce qu'on a sur les bandes enregistrées, à dire d'un logiciel Badvox qui a été mis en activité pour tenter d'élucider cette affaire, je crois en 2010-2012, un logiciel Badvox qui avait été utilisé à l'époque pour des histoires avec l'ETA, un truc qui venait de Madrid, et donc il distingue un locuteur homme et un locuteur femme. On sait que ça correspond à ce qu'on a sur des canulars où c'est souvent une femme qui appelle et c'est un homme qui vient se gargariser
du petit coup fumeux-fait, un faux décès de Albert, un faux accident de Jean-Marie. Enfin, tous les passionnés de cette affaire savent ça. On sait a priori que c'est un couple qui habite à Aumonzé parce qu'il sait tout ce qui se passe chez Albert et Monique Villemain. Il est obligatoire qu'il ait une vue sur la maison de Monique et Albert. Or, on sait, malgré ce qu'en dit Maître Giurana, même Madame Jacob l'a reconnu en 91, qu'elle dit, en fait, elle ment, elle dit on voit le haut de la maison de Monique et Albert. Or, la maison des Jacob est en hauteur. Donc, si on voit le haut, on voit le bas. C'est obligatoire. Et les arbres étaient, la fille des Jacob l'a elle-même dit, les arbres étaient beaucoup moins hauts qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il y a le témoignage de la fille Jacob qui dit que ses parents, ou en tout cas son père, observaient beaucoup à la jumelle. Il y a cette histoire de l'appel à 13 marches. Alors, Maître Giurana dit oui, mais les maisons vosgiennes sont toutes faites avec 13 marches. Ce qu'il oublie de nous dire, c'est que des maisons vosgiennes faites avec 13 marches, mais qui ont aussi la caractéristique de donner une vue sur chez Albert et Monique et d'avoir un téléphone à côté de la porte, ce qui était le cas de Marcel et Jacqueline Jacob, puisque dans cet appel où on entend 13 marches, on entend aussi une porte s'ouvrir à côté du téléphone. Et donc, en fait, il y a une carte d'identité du corbeau. Aujourd'hui, on n'a que 2 personnes qui cochent toutes les cases. C'est le couple Jacob. Donc ça, proximité des Jacob, une haine conjointe. On le sait, le corbeau haïssait Albert, il haïssait Jean-Marie, il jalousait sa promotion. Là encore, les Jacob sont compatibles. Après, il y a des analyses peut-être plus psychologiques que par sa position d'enfant un petit peu illégitime, Jacqueline aurait pu faire un effet de transfert avec une fixette sur le bâtard. Et puis enfin, il y a aussi bien sûr cette histoire d'alibi où il donne une version A dans les années 80, donc 80, comme je l'ai dit, 80, 89, 90, 91 pour elle et 80, 89 pour lui, et une version contemporaine avec cette réunion syndicale. La nouvelle version, c'est on est entré à l'usine à 13h, 14h30 réunion syndicale, 17h fin de la réunion syndicale, on a eu un petit pot et ensuite on a fini la journée à notre poste de travail. Donc ça jette une contradiction. Il y a aussi le fait que Marcel Jacob, quand on est venu le prélever, il a lui-même reconnu, il a eu peur qu'on vienne le prélever. Alors moi, je veux bien qu'on le prenne par tous les chemins imaginables, mais pour moi, ça signe son implication physique. Voilà, ça c'est une approche intuitive de ce dossier. Maintenant, la justice détient les éléments qu'elle a à l'instant T sur eux. Donc ça, c'est les Jacob. Ensuite, Michel et Ginette Villemain, je pense que Michel Villemain, s'il avait été vivant, aurait été lui aussi mis en garde à vue et à mon avis, probablement mis en examen, au moins pour non-dénonciation de crime et peut-être pour complicité d'assassinat. Contrairement à l'idée reçue, la complicité d'assassinat n'implique pas une présence physique. Elle peut inclure l'aide ou l'assistance à la commission ou la préparation d'un crime. Et ce dont on soupçonne Michel, c'est d'avoir aidé un peu le ravisseur pour peut-être retarder les recherches ou pourquoi pas lui donner un alibi. Ginette, qui a été mise en garde à vue pour non-dénonciation de crime, non-assistance à personne en danger, abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit ou complicité d'assassinat. Je pense aussi qu'on la soupçonne peut-être d'avoir relayé des informations et peut-être d'avoir été au courant du projet sans être intervenue pour le freiner, en notant que Ginette Villemain a été laissée libre au bout de 24 heures environ à l'issue de sa garde à vue. Quant à Monique Villemain, je pense qu'elle pâtit du fait d'être soupçonnée, d'avoir écrit des lettres anonymes pour orienter les soupçons. On lui prête la fameuse lettre Corinne, qui est une charge contre Bernard Laroche. On lui prête 3 lettres anonymes, une à la cour d'appel de Dijon, au tout début de l'affaire, quand Dijon reprend l'affaire, en juin 87, où elle donne des renseignements sur l'affaire, elle essaie d'orienter déjà sur Christine Villemain. Les 2 lettres suivantes vont être des vraies lettres de menace contre le juge Simon. Donc, je pense que pour partie, on se demande si peut-être elle a pu savoir avant que le crime soit commis qu'il allait se commettre et qu'elle ne soit pas intervenue. On appelle ça la non-dénonciation de crime. Je pense aussi que c'est un moyen de pression pour peut-être la faire craquer. C'est en tout cas, à mon avis, exactement ce qui s'est passé pour Muriel Boll, qui ne s'est jamais incriminée, mais qui a été mise en examen pour détention, arrestation, enlèvement, séquestration, suivi de mort de Grégory. Elle ne s'est jamais incriminée.
Et je vois ça un petit peu comme la tentative de la dernière chance pour la faire coopérer après qu'elle ait été entendue par le juge Simon, le juge Martin. On a tout essayé. Je pense qu'on a essayé de la mettre sous un régime très coercitif pour qu'elle coopère et qu'elle dise ce qu'elle savait. D'ailleurs, Maître Tessonnière a dit un truc qui m'a beaucoup percuté. Je crois c'était au moment où la Cour de cassation rendait sa décision sur le côté sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité. On est sur LCI et il raconte que pendant sa garde à vue, il a proposé à Muriel Boll de dire tout ce que la justice avait envie d'entendre et qu'en échange, elle aurait un non-lieu. Donc j'en ai conclu, et j'ai eu quelques voix concordantes, que pendant sa garde à vue, en fait, il y a eu des négociations en disant si Muriel coopère, on la laissera libre. Si elle coopère pas, eh ben, on va la mettre sous un régime coercitif, à savoir détention, parce que c'est pas facile d'être détenu. C'est ce qui s'est passé jusqu'à début août. Et puis assignation à résidence hors des Vosges, avec interdiction de parler aux médias, de voir une partie de sa famille, de rentrer en contact avec des témoins. Donc pour moi, c'est la tentative de la dernière chance, parce que en l'état de ce que je connais du dossier, la justice est certaine que Muriel a bien accompagné Bernard Laroche. Elle est certaine aussi que c'est sous la subordination de sa famille, principalement guidée par Marie-Ange, qu'elle a changé de version entre le 5 et le 6, mais rien, absolument rien, ne démontre l'élément intentionnel. C'est-à-dire qu'elle aurait participé au rapt de Grégory avec la conscience qu'un enfant était enlevé, qu'un crime allait être commis. Donc c'est comme ça que je le vois, ça peut rester une interprétation, mais je pense que ce qui a été pris contre Muriel Boll, c'est vraiment, je pense, la tentative de la dernière chance pour la faire coopérer. On y reviendra peut-être. D'ailleurs, depuis, les parents de Grégory, ayant vu que tout ça ne marchait pas, ont pris une position beaucoup plus souple, mais je pense qu'on y reviendra. D'accord. Justement, j'aimerais revenir sur le couple Jacob. Est-ce que tu peux nous expliquer le vice de procédure qui a permis la libération des Jacob et quelle est concrètement la situation judiciaire en regard de la nullité de leur mise en examen? Alors, à l'origine, en fait, ça vient pas d'eux, ça vient des avocats de Muriel Boll, puisque donc Muriel est mise en examen le 29 juin, les Jacob le vendredi 16 juin 2017. Tous ces gens, c'est la procédure pénale leur autorise, ont contesté leur mise en examen. Les avocats, donc ils ont chacun posé leur requête. Les avocats Boll en posent 2, je crois, le 1er, le 17 ou 27 décembre, enfin bon, en décembre 2017. Les avocats Jacob pose une requête de nullité de la mise en examen. Leur motif, c'est le même jour, hein, Jacqueline et Marcel posent 2 requêtes le même jour. Leur motif, c'est que Madame Barbier, durant l'interrogatoire de première comparution, c'est en fait l'interrogatoire qui suit la garde à vue. On présente les gens au juge et on leur notifie les charges et on leur met en examen. Et donc, ils allèguent à ce moment-là, je crois qu'on est dans leur requête du 8 janvier 2018, que Madame Barbier ne leur a pas notifié des droits comme poser des requêtes. Mais ils n'ont absolument pas planché sur le sujet levé par les avocats de Muriel Boll, qui, eux, lèvent, entre autres arguments, le fait que Madame Barbier, selon eux, selon 3 éléments, il y a une jurisprudence, je vais essayer de faire simple parce que c'est un petit peu rébarbatif, une jurisprudence en cassation de 2014, 3 articles combinés du Code de procédure pénale qui de mémoire sont les 201, 204 et 205, et d'autre part les différents mandats donnés à Dijon depuis que le juge Simon a été saisi. On est le 25 juin 1987, après il y a eu le juge Martin, etc., etc. Donc une analyse de ces mandats. Donc, la combinaison de ces 3 éléments, jurisprudence, les 3 articles 201, 204, 205 du Code de procédure pénale et les mandats donnés aux magistrats instructeurs, qui leur font penser que Madame Barbier n'avait pas seule le pouvoir de mettre en examen des gens et qui revenait à une chambre tripartite, à savoir la chambre d'accusation devenue chambre de l'instruction, de mettre en examen des gens. Alors, beaucoup de gens disent oui, c'est une fraude ou c'est une erreur lamentable. Non, on n'est pas sur les erreurs grotesques du juge Lambert qui se lisent directement dans le code de procédure pénale. Quand les gendarmes désignent Madame Berrichon-Sédin et Madame Jacquin-Keller, il suffit d'ouvrir le code de procédure pénale pour voir que c'est au juge. Là, on est vraiment sur une interprétation, et à tel point d'ailleurs que ni les avocats Jacob, qui avaient tout à fait le droit de lever cette requête, ne l'ont fait, ni monsieur le procureur à l'époque, monsieur Bosque, de l'ont fait, et il s'est même opposé
à cette requête des bols, considérant que la mise en examen relevait d'un acte d'instruction, ni les avocats Villemain ne l'ont vu. Donc on est vraiment sur une interprétation. La justice a choisi, dont acte, de donner raison aux avocats Boll. Donc la mise en examen de Muriel Boll a été annulée, considérant que Madame Barbier n'avait pas le mandat pour la mettre en examen. Et je vais essayer de faire simple. Il y a un principe en justice qui s'appelle le contrôle de régularité de l'ensemble de la procédure. Et c'est tout à fait logique, le bon sens invite à le comprendre. À partir du moment où quelque chose a été décidé pour Muriel au niveau procédural, il est tout à fait normal, c'est incontestable, que cette mesure s'applique à d'autres mis en examen. C'est ainsi que la décision favorable à Muriel Boll s'est appliquée aux Jacob. Et c'est ainsi que leur mise en examen a été annulée donc dans ce fameux arrêt du 16 mai 2018, qu'on peut voir en ligne, je crois qu'il est sur Dalloz. Il a été annulé en même temps, la mise en examen a été annulée en même temps que la mise en examen de Muriel Boll, ce qui signifie concrètement la nullité des 3 interrogatoires de première comparution. Pour mémoire, c'est l'interrogatoire qui suit la mise en garde à vue. Donc des interrogatoires qui ont eu lieu le 16 juin pour les Jacob et le 29 juin pour Muriel Boll, et tous les éléments que l'on appelle subséquents, qui dérivent de cette mise en examen. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu des expertises psychiatriques et psychologiques pour ces 3 personnes, donc annulées, puisqu'elles tirent leur source de la mise en examen. Et les époux Jacob ont été également interrogés par la juge Barbier, puisqu'à partir du moment où une personne est mise en examen, c'est le juge qui prend le relais, c'est plus les enquêteurs. Et à l'époque, les époux Jacob, je crois que c'était en novembre 2017 et lui en décembre. Ils avaient été interrogés sur leur alibi et d'ailleurs, suite à ces interrogatoires, autorisés à rentrer chez eux. Donc tout ça a été annulé en subséquence et voilà pourquoi les époux Jacob, qui n'ont absolument pas demandé, qui n'ont pas fait valoir le motif d'annulation de ces mises en examen, ont vu leur mise en examen annulée. Et encore une fois, en précisant, là où les gens parlent d'erreur ou de fraude, que ni le procureur, ni les parties civiles, ni les avocats Jacob ne l'avaient vu. Alors, où en est-on de leur situation? Ce sont des gens en côte mal taillée, quelque part dont le temps s'est arrêté le vendredi 16 juin au matin. Vendredi 16 juin au matin, c'est la fin de leur garde à vue. Ils sont interpellés le 14, garde à vue qui a été renouvelée dans ce genre d'affaires, c'est 24 heures renouvelables une fois. Leur garde à vue a été annulée, leur garde à vue a pris fin le 16 juin au matin. Le temps s'est arrêté au moment où ils allaient être présentés au juge Madame Barbier. Et donc, ce sont des annulations qui, évidemment, n'ont absolument aucun lien avec le fond du dossier, qui n'ont absolument, vraiment aucune incidence. C'est une annulation purement procédurale. On a toujours l'impression de l'extérieur, quand on n'a pas forcément tous les codes juridiques, qu'à chaque fois, c'est une attaque sur la forme et jamais sur le fond. Et qu'en général, ce qui se passe, c'est que les suspects, ils arrivent toujours à échapper à la justice sous une histoire de forme. Est-ce que tu trouves que c'est un peu ça ce qui se passe en général ? L'histoire de ce dossier, c'est complètement ça. Quand on voit les parties qui ont été en défense, donc nous avons eu d'abord, la seule personne qui s'est défendue sur le fond, c'est Christine Villemain. Et là, ils ont mis le paquet. Elle s'est vraiment défendue sur le fond. Mais en ce qui concerne Bernard Laroche, les Jacob et même Muriel Boll, on est sur de la forme uniquement du procédural, uniquement des procédurales. Avec une nuance pour Muriel Boll, il faut reconnaître que ces avocats, dans les motifs de nullité de sa mise en examen, levaient l'inexistence d'indices graves et concordants, parce que pour mettre en examen quelqu'un, il faut des indices graves et ou concordants permettant de penser que la personne a participé ou a commis une infraction. Donc les avocats ont levé ça. Ça n'a pas été tranché. La justice ayant déjà annulé la mise en examen, ils n'ont pas tranché ce point. Mais globalement, et en dehors de Christine Villemain, qui elle s'est vraiment défendue sur le fond, je vous invite à lire, parce qu'il est public, le mémoire de Maître Chastan-Moran. On ne parle pas de procédure, on parle du fond, on parle des liens avec son mari, on parle des liens avec son enfant, on parle de l'impossibilité matérielle, etc., etc. Mais côté Laroche, ça s'est toujours joué sur le procédural. Et c'est vrai que M. Lambert, paix à son âme, a quand même bien aidé aussi à ça par ses erreurs procédurales. Il y a eu énormément de pièces annulées. Il y en a eu en décembre 84.
Il y en a eu en juin 87, suite à la décision de la Cour de cassation, qui encore une fois déjuge certaines pièces de ce magistrat. Il y en a eu encore en 2017-2018. On n'est que sur du procédural. On peut parler par exemple de la fameuse copie du foulage. Donc c'est un travail qui est fait par Monsieur Klein pour Monsieur Lambert, qui l'a commis en bonne et due forme. Il lui envoie le 12 novembre. Ce dossier n'est jamais versé, ce rapport n'est jamais versé au dossier. Et quand Madame Godin, la greffière du juge Simon, reprend le dossier, il entend Monsieur Klein dans le cadre d'une enquête de routine. Il lui apprend qu'il a fait ce travail. Il demande à Madame Godin, elle trouve pas le truc. Et donc il interroge le juge Lambert. Il lui dit n'avoir jamais reçu cet élément. Pourquoi pas? C'est possible, même si on a un bordereau du 12 novembre qui atteste de l'envoi de ce document. Mais c'est quand même Monsieur Lambert qui avait demandé ce travail. Il ne faut pas être énarque pour comprendre que c'était quand même très important. Il n'y a aucune trace d'une relance, donc la plus grande probabilité, c'est qu'il l'a fait disparaître. Et c'est la copie qui est réapparue en 1988 grâce à l'audition de Monsieur Klein par Monsieur Simon, que les avocats Boll ont fait annuler. Ce qui d'ailleurs montre que les Boll et les Laroche font front commun parce que cette pièce n'a d'aucun impact pour General Boll. Ils l'ont fait annuler, considérant que cette pièce était subséquente à la réunion du 30 octobre 84 en cours de laquelle le foulage avait été détecté. Réunion du 30 octobre qui elle-même avait été annulée procéduralement pour des défauts de désignation d'experts le 16 ou le 19 décembre 84. Donc on est sur du procédural et que du procédural. Ça, c'est certain. Hein. Alors, concernant Bernard Laroche, on sait que du fait de sa mort, l'action en justice est éteinte à son encontre. Oui. Donc une première question, c'est est-il mort innocent ou inculpé? Et j'ai une deuxième question. Oui, pardon. J'ai une deuxième question qui est un peu partout, des thèses circulent qui voudraient nous faire croire que l'instruction actuelle se tourne vers la piste d'un crime collectif. Et l'objectif de ça, ce serait de ne pas refermer le dossier. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour la première question, ça c'est clair et net. Il y a un article du Code pénal qui est l'article 6 et qui est tout à fait recevable et il honore une justice équitable, qui dit qu'on ne peut pas poursuivre un défunt dès lors qu'il est mort. Ce qu'on appelle l'action publique s'éteint. Action publique qui est différente de l'instruction, parce que des gens ont dit que l'arrêt de 93 était illégal, parce que il disait qu'il y avait des charges sérieuses contre Bernard Laroche. Il y a de la jurisprudence en cassation. L'action publique et l'instruction, ce sont deux choses différentes. Et la justice a été pleinement dans sa mission conférée par la Cour de cassation en instruisant sur le ou les auteurs de la cour de la mort de Grégory. Et elle le dit très clairement dans l'arrêt 93, il n'est absolument en aucune façon question de proclamer Bernard Laroche coupable, il demeure présumé innocent, mais il y a des charges sérieuses contre lui. Donc effectivement, Bernard Laroche est mort inculpé, il était inculpé par le juge Lambert depuis le 5 novembre 1984. Il avait été mis en liberté de mémoire le 4 février 85. Cette mise en liberté, qui d'ailleurs était totalement inconséquente puisque sans aucune précaution, pas d'assignation à résidence hors des Vosges, pas d'interdiction de parler aux médias, pas de précaution, ce genre de truc serait totalement impensable. Des mis en liberté provisoires, il y en a eu dans ce dossier. Hein. Il y a eu Jean-Marie Villemain, il y a eu Christine Villemain, il y a eu les Jacob, il y a eu Muriel Boll. Toutes ces libérations provisoires ont eu lieu avec des restrictions. Bon, ça, c'est un petit aparté. Donc, pour répondre à ta première question, Bernard Laroche est bien mort inculpé et l'action publique s'est éteinte par ordonnance du juge Lambert du 18 avril 85 à effet rétroactif de sa mort, c'est-à-dire le 29 mars 1985. Voilà. Demeure-t-il présumé innocent? Oui. Et d'ailleurs, la justice, en 2002, dans un arrêt sur lequel on reviendra peut-être, a condamné les entraves à sa présomption d'innocence avant et après sa mort, ce qui est tout à fait respectable. Il demeure présumé innocent, donc on ne peut pas affirmer Bernard Laroche coupable, ça c'est un fait. Maintenant, il y a un dossier qui dit des choses. Après, sur ta deuxième question, cette hypothèse qui circule est totalement saugrenue. La justice est un service public
Si on pensait que Bernard Laroche était bien le seul coupable de la mort de Grégory, eh bien le dossier serait clos et ça éviterait des frais. On parle de dizaines ou de centaines de millions d'euros. La justice est un service public, hein, donc c'est le contribuable qui le paye. On s'amuse pas à dépenser des sous sur une affaire que l'on pense élucider. Si elle est ouverte aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des soupçons réels et sérieux qui se trouvent corroborés par le fait que plusieurs juges les ont confirmés. Monsieur Braun nous le dira peut-être dans le futur. Donc non, on ne laisse pas ce dossier ouvert sans autre raison que de réelles suspicions contre des gens encore vivants susceptibles d'être poursuivis. Il n'y a absolument aucun débat là-dessus. C'est prendre la justice pour des voleurs de l'argent public, hein, pas loin hein, de dire ça. Donc cette thèse est totalement saugrenue. Intéressant. Donc en reparlant de 2017, tu as posté récemment sur ton groupe Facebook un PV inédit de Monique Villemain dans lequel elle confirme sur interrogation avoir reçu les confidences de son fils Michel sur le fait que Muriel était présente dans la voiture avec Bernard Laroche le 16 octobre. C'est vrai que je parle. Donc, comment est-ce que tu interprètes cette rétention d'informations de Monique Villemain? Et d'après toi, depuis combien de temps la gendarmerie avait cette information? Parce qu'on a l'impression, quand on lit la question du gendarme, qu'en fait, l'information, ils l'avaient déjà. Ils attendaient juste une confirmation de Monique. Donc déjà, en tout cas, merci d'avoir partagé ce PV avec nous, parce que pour nous, c'est le premier PV de 2017 qu'on a. Et donc voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, juste sur la deuxième question, j'avoue, je n'ai pas la réponse. Est-ce que les enquêteurs ont eu des éléments leur permettant de savoir ça? C'est possible hein, qu'il y ait eu des confidences off ou des PV qui ne sont pas connus. Très honnêtement, j'ai aucune. Mais effectivement, la question peut laisser penser qu'ils avaient déjà une indication. C'est possible. On sait. On a dit que Madame Golbin, l'infirmière, avait dit des choses peut-être au juge qui n'ont pas été saisies, qu'on attendait une confrontation. C'est possible que des choses aient été dites, aient été versées au dossier, que je ne connais pas, mais c'est possible. Mais par contre, je ne vais pas inventer une réponse puisque je ne l'ai pas. D'accord, bien sûr. Voilà. Sur la première question, sur l'attitude de Monique, alors c'est un grand débat. Il y a beaucoup de gens sur mon groupe qui sont très sévères avec cette femme. Après, c'est une opinion que je vais donner, qui n'engage que moi-même. Moi, j'essaie de la juger le plus humainement possible. Il faut bien voir que cette affaire est une affaire familiale, où on a une maman qui est un petit peu entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est un fils et un petit-fils qui sont victimes. Son petit-fils est assassiné. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que Monique Villemain adorait son petit-fils Grégory. Hein. J'ai pu voir, justement, lors de ces auditions de Albert et Monique, un procès verbal de constatation a été fait où des photos ont été prises au premier, au deuxième étage. Le premier étage, qui était un salon, a été aménagé du fait de leurs difficultés physiques en chambre à coucher. C'est limite un mausolée avec des photos de Grégory, de Lionel, des enfants décédés, etc. Il y a plein de photos de Grégory. Je pense que c'est vraiment des gens qui ne feignaient pas la peine qu'ils ont eue pour la mort du petit Grégory. Donc, et je pense qu'elle a eu du chagrin aussi pour son fils Jean-Marie, pour son chagrin de père endeuillé, mais aussi pour le père emprisonné qu'il a été. Et ça, c'est le marteau. Et l'enclume, c'est peut-être son frère dans ces mêmes dépositions. J'en ai pas révélé la totalité, mais elle rappelle que son frère Marcel, c'était un petit peu le petit chouchou de la famille, qu'elle l'aimait beaucoup. Donc, on sent le lien d'affection pour sa sœur. Et puis, il y a Michel qui était, ça tout le monde le sait, qui n'était pas le plus malin de la famille, qui était un enfant en situation de faiblesse. C'est humain, même si c'est maladroit de la part d'une maman de protéger un fils. Donc je pense que cette maman a navigué un peu entre le deuil, la douleur d'une grand-mère endeuillée et la nécessité de ne pas faire aller les soupçons vers des gens sur lesquels elle avait des élans. Parce que ce que dit Monique aux enquêteurs nous dit très clairement que Michel Villemain est complice de ce crime. Hein. Parce que, à part la mauvaise foi, si jamais il sait ça, alors que Michel était vraiment la personne peut-être la moins fiable de la vallée de la Bourgogne, si Michel est au courant de ça, c'est bien qu'il a eu un effet d'initié. Donc voilà, moi j'analyse l'attitude de cette femme
comme étant quelqu'un qui, au fil de l'eau, veut éviter qu'on ennuie des gens dont elle est proche. Après, Christine Villemain était sa bru, c'était la femme de son fils, donc il y a toujours les litiges belle-mère et belle-fille. Jean-Marie et Christine se sont éloignés des Vosges, loin des yeux, loin du cœur. Moi, j'ai des échos concordants qui disent qu'il y a un vent qui est entretenu, que Jean-Marie est l'assassin de Bernard Laroche, et pour les plus crédules, que Christine est l'assassine de Grégory. C'est Monique qui raconte elle-même dans ses dépositions en 2017 que quand elle croise je vais la citer, Marie-Rose Boll, elle les traite de famille d'assassins au pluriel. On sait qui sont les assassins. Donc voilà, il y a un petit peu ce contexte qui fait que je pense qu'elle a peut-être plus pris parti pour des fautifs que pour les vraies victimes. Voilà. Après, je le juge humainement. Chacun, il y a des gens qui sont très sévères, hein, je peux respecter ça. J'essaie de le juger humainement. Qu'aurait-on fait si on avait été à sa place? C'est une affaire complexe, hein, où il y a des, voilà, ça se passe en famille et c'est difficile d'être définitif sur ce genre de choses. Voilà. Après, ça n'est qu'une opinion personnelle et je prétends pas porter un jugement définitif sur Madame Villemain, qui brûle de décoffrage. Ça, c'est un fait. On le sait aujourd'hui. Elle a fait plaider à ses avocats contre Christine Villemain, alors qu'on sait aujourd'hui qu'elle la savait pertinemment innocente. Après, je pense aussi que c'était des gens simples, qui n'étaient pas très instruits. On leur a mis dans la tête que ça allait peut-être leur retomber dessus, et que des gens se sont plus intelligents et plus instruits qu'étaient certains avocats, Maître Welzer, Maître Lombard, Maître Lagrange, se sont un petit peu servis d'eux pour nourrir une stratégie. Ça reste une opinion. Merci Thomas. Je voulais ouvrir avec toi la page de l'ADN, parce qu'elle est porteuse d'espoir dans ces affaires irrésolues. Les parents de Grégory ont fait des demandes d'analyse d'ADN en parentèle auprès de la justice. On a pour exemple une affaire récente, l'affaire Élodie Kulik, qui a vu son aboutissement arriver grâce à ce nouveau procédé. Dans une interview que j'ai vue de Marie-Hélène Cherpin, qui est l'ancienne directrice du laboratoire Biomnis, elle évoque les vocations fulgurantes en matière de génétique qui ont eu lieu là ces dernières années. Crois-tu que la vérité viendra de l'ADN ? Alors effectivement, et ça c'est tout à fait vrai, l'ADN c'est une source d'investigation assez formidable. On fait même on a parlé de la parentèle, mais tu as parlé de la parentèle, mais il y a aussi le portrait robogénétique. On a identifié récemment un violeur en allant chercher dans les fichiers du FBI. De fil en aiguille, on a réussi à retomber sur la trace du vrai coupable, qui était un violeur en série. Donc ce truc-là l'ADN a fait des progrès formidables. Je précise à nouveau que les parents de Grégory ont été vraiment moteurs, hein, puisqu'il y a eu une requête conjointe avec les grands-parents paternels de Grégory en juin 2000, le 3 décembre 2008, le 20 octobre 2010 et le 26 septembre 2012 et dernièrement le 27 janvier 2021. Donc, ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour exploiter cet outil d'investigation qui est formidable. Ça se discute pas. Le problème, et tu citais à juste raison l'affaire Kulik, qui effectivement est une vraie success story de la méthode en parentèle. La caractéristique de l'affaire Kulik, c'est que dans cette histoire, on a des ADN vraiment certains. C'est-à-dire cette histoire, c'est une jeune femme qui se fait, on la fait sortir de la route, on la prend, on la séquestre et on va la violer, la calciner. On retrouve sur la scène où cette pauvre femme, moi c'est une affaire qui m'a beaucoup ému. D'ailleurs, son papa est membre du groupe. Je suis assez sensible. C'est vraiment une histoire affreuse. Mais dans cette affaire, on a trouvé un préservatif avec de l'ADN dedans. On trouve un mégot. Donc là, on a des traces, si tu veux, qui sont de façon certaine reliables au crime. La différence avec Grégory, c'est qu'on est, il y a bientôt 40 ans,
C'est à l'époque où, comme tu le sais, on ne gelait pas les scènes de crime, les scellés étaient manipulés de toutes parts. Il y a même des scellés qui ont été manipulés avant le crime. Je parle des lettres, tu te doutes bien que les lettres du corbeau, celles de mars, celles d'avril et celles de mai 83, ont circulé entre plein de mains. Donc il y a eu des manipulations de protagonistes, il y a eu des manipulations d'experts, puisque ces lettres ont été soumises à des expertises en écriture. On a même montré les scellés à Madame Guyot, qui les a peut-être manipulés à tel point que je crois savoir qu'elle a, elle aussi, été prélevée. Les pompiers qui ont sorti Grégory Delot ont touché le corps, à tel point qu'eux aussi, on les a prélevés. Donc, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des ADN de contamination. C'est le fruit d'une époque où on n'a pas pris les précautions, mais c'est pas un procès personnel à faire à quiconque, parce qu'à l'époque, en 84, on savait pas que tout ça était possible. Et comble de malchance, ça c'est la chance incroyable qu'ont eu les forces du mal. Le corps de Grégory a sans doute séjourné plusieurs heures dans l'eau, en tout cas à un bon moment, de telle sorte que l'eau a peut-être fait disparaître les ADN possiblement identifiables, peut-être sur la cordelette, peut-être sur les vêtements. Donc on part avec ce biais. Il y a un progrès scientifique qui est génial, mais contrairement à l'affaire Kulik, il y a l'histoire de cette petite disparue aussi de la 10, où je crois que la parentèle avait fait son effet. Là encore, les gendarmes avaient pris des précautions. Ces précautions n'ont pas eu lieu dans l'affaire Grégory. C'est ce qui rend aujourd'hui, à mon sens en tout cas, improbable d'avoir des résultats positifs. En tous les cas, à titre personnel, ça serait formidable, mais je prendrais ça pour un miracle divin, parce que ces scellés ont été tellement contaminés, et par l'eau et par les manipulations telles que celles que j'ai données en exemple, que c'est difficile en fait de comparer brut de décoffrage, l'affaire Kulik, qui est un très bon exemple que tu cites, et cette affaire Grégory. Oui. Moi, j'ai une autre question pour toi, Thomas. Oui. Penses-tu qu'il pourrait y avoir une remise en examen du couple Jacob prochainement? Sur le principe, c'est possible. Moi, en ce qui me concerne, je fais l'analyse suivante. C'est que ce sont des gens qui, depuis plus de 30 ans, il suffit de lire l'arrêt de non-lieu, sont des suspects objectifs de ce dossier. C'est écrit noir sur blanc, hein, certaines raisons de penser qu'ils n'étaient pas étrangers au crime, sinon manifestation du corbeau. Paramètre 1. Paramètre 2 qui vient du code de procédure pénale qui veut, c'est l'article 105 que les enquêteurs considèrent comme leur cauchemar, qu'on ne peut pas entendre comme témoin quelqu'un qui est soupçonnable d'avoir participé ou commis à une infraction. Donc ces gens ne peuvent pas être entendus comme témoins. Paramètre 3, c'est que dans mon esprit, pour une instruction menée au bout, même quoi qu'il en soit, même si ça doit se finir par un non-lieu, il me paraît absolument évident d'interroger ces personnes sur leur alibi, sur leur relation avec Laroche, peut-être les confronter avec les parents avec au moins Jean-Marie sur la dispute de décembre 82, les resoumettre à des expertises psychiatriques ou psychologiques. Enfin, tout un tas de choses qui me paraissent faire une reconstitution de leur emploi du temps le 16 octobre, pour tant que faire se peut éclaircir ce point. Donc pour moi, si on veut aller au bout de l'instruction, il faut absolument les entendre. Et compte tenu de ces trois paramètres, si on veut les entendre, il faut les mettre en examen. C'est une mesure technique, hein. Mettre en examen quelqu'un, ça ne veut pas dire le proclamer coupable. Ça leur offrira aussi le droit d'être assisté par un ou des avocats, le droit de poser des requêtes, de demander des contre-expertises, etc., etc. Donc, moi, si j'entends le discours de la justice via monsieur le procureur qui dit qu'on fait vraiment tout pour élucider cette affaire, je considère que même si l'affaire doit finir par un non-lieu, pour mener l'instruction au bout, il faut les entendre. Et pour les entendre, il faut les mettre en examen. Donc pour moi, c'est une évidence. Après, on discute avec les uns les autres, il y a des pessimistes, des optimistes. Mais pour moi, c'est inéluctable. Après, je suis pas le juge, ni la chambre, et on est sur un problème d'appréciation. C'est pas moi qui décide. Mais pour moi, c'est quelque chose qui doit arriver, oui. D'accord. Donc justement, pour toi, est-ce que tu penses que
est-ce qu'un procès il te semble envisageable dans les conditions actuelles du dossier, à savoir des charges, une absence de preuves scientifiques, mais quand Ouais. même des faisceaux lourds de présomption? Voilà, alors effectivement, on est sur un dossier dont la typologie juridique est qu'il repose, on va dire, pour synthétiser, sur des indices concordants, des témoignages, voilà, des indices. Il n'y a pas de preuves matérielles ou scientifiques. Ça ne veut pas dire qu'un dossier ne peut pas être élucidé. Je peux citer l'affaire qui est voisine géographiquement et temporellement de Montigny-lès-Metz. En septembre 90, ces deux jeunes enfants, c'était Alexandre Beckrich et Cyril Bénin, qui sont massacrés par Francis Holm. Bon, Patrick Guy sera accusé d'abord. C'est un dossier dans lequel Francis Holm a été condamné en première instance en appel et son pourvoi a été rejeté, donc sa condamnation est définitive. Il n'y a absolument aucune preuve matérielle ou scientifique de son implication. Ça n'a pas empêché sa condamnation. On parlait à l'instant du dossier Kulik. Bon, on le sait, le premier a été identifié par la parentèle, mais il était mort, donc action publique éteinte. Et le deuxième a été condamné en première instance, deuxième instance et rejet du pourvoi, comme Francis Holm, sur un dossier qui ne repose sur aucune preuve. En substance, il y a le travail d'Anacrim qui l'a relié au tueur de façon certaine identifié par l'ADN, qui l'a relié par ça, les témoignages qui disent qu'il était très copain avec lui, sa relation avec les femmes, et une bande vocale qui elle-même est controversée de Élodie Cully qui, quand elle est dans sa voiture, appelle en détresse les pompiers, un appel qui a terrifié tous ceux qui l'ont entendu. Ce ne sont pas des preuves matérielles ou scientifiques. Ça n'a pas empêché Willy Bardon d'être condamné et de purger sa condamnation, je crois, à 30 ans. Donc, sur le principe, c'est possible. C'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves matérielles ou scientifiques qu'on ne peut pas avancer. Ça demeure une appréciation de la justice. Maintenant, on a un paramètre dans ce dossier, c'est que on le voit dans les deux exemples que je cite, il se passe entre 10 et 15 ans entre la mise en examen de quelqu'un et le moment où la condamnation devient définitive. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, si demain il y a un procès en l'état actuel du dossier tel qu'il est connu, s'il y a une condamnation, les Jacob feront appel. S'il y a un acquittement, le ministère public, ces deux parties ont le droit de faire appel, ils feront appel. Donc on aura un appel et sans doute un pourvoi. Donc il faut compter 10, c'est vraiment un minimum du minimum, et probablement 15 ans entre la mise en examen et la condamnation définitive. Problème, on est 40 ans plus tard et les suspects que l'on a, ils sont quasi octogénaires. Ce sont des gens qui, a priori, ont eu un travail plutôt pénible que tranquille, puisque des ouvriers attachés à leur chaîne de production. Je n'en fais pas des gens qui vont vivre jusqu'à 110 ans. Et donc, je répète, en l'état actuel du dossier tel qu'il est connu, je doute que des condamnations définitives soient prononcées. On peut tout autant espérer, je rebondis sur ce qu'avait dit un jour Thibaut Solano, sur le fait que même s'il y a un non-lieu, pour la postérité, par rapport aux efforts des parents de Grégory pour élucider cette affaire, rappelant que si les parents de Grégory n'étaient pas intervenus, ce dossier serait prescrit. C'est pour ça que ça me fait bien rire. En 2023, il y a des abrutis qui accusent encore la maman de Grégory. Sans elle, ce dossier serait prescrit. Quelle coupable aurait elle-même demandé de laisser une affaire ouverte? Donc tout ça pour dire que même si cette affaire devait se finir par un non-lieu, j'espère qu'au moins pour la postérité, il posera au moins l'établissement de la vérité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas un secret que la justice a sous les yeux la substance de la vérité. Maintenant, il faut le prouver et déterminer qui a fait quoi, quand, où, comment, pourquoi. Et ça, c'est sans doute plus délicat. Après, on est sur une affaire d'appréciation de la justice. Moi, je vois là le dossier dont on parle beaucoup, le dossier Jubilat. C'est un dossier où on n'a pas retrouvé le corps, on n'a pas de preuve de mort de la victime, on n'a pas de preuve de meurtre, on n'a pas de preuve que le que le suspect est sorti de chez lui. Ça n'empêche pas qu'il est en détention provisoire depuis, je crois, 2 ans. Donc, c'est vraiment une affaire d'appréciation de la justice. On peut aussi comprendre et se faire l'avocat, entre guillemets, d'une justice qui serait prudente. C'est un dossier qui a fait beaucoup de dégâts, un dossier où il y a beaucoup de pression. Et à partir du moment où on appuiera de nouveau sur le bouton, on peut se douter qu'il y aura énormément de pression avec des gens qui sont âgés. Donc on est obligé
d'être prudent. Cette affaire a fait des dégâts. Bernard Laroche, le juge Lambert, le juge Simon, etc., etc. Donc, naïvement, oui, j'aimerais qu'on aille au bout, mais d'un point de vue réaliste, j'arrive à comprendre le temps qui est pris. Voilà. J'aurais une dernière question. Alors, en fait, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est éventuellement les témoignages tardifs. Il y a beaucoup de personnes sur Internet qui pensent qu'en fait, du fait que le témoignage est relativement tardif, il n'est pas à prendre en compte. Je ne suis pas du tout ces personnes-là, et j'ai même vu des conférences de Jacques Dallès, qui était ancien procureur, qui confirmait que c'était pris en compte comme tout témoignage. Bien sûr, après, faut être sûr. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce truc-là? Est-ce que tu penses que la vérité, elle peut aussi aboutir par ce côté-là, par des révélations qui arriveraient par la suite ce qui fait la valeur, enfin en tout cas à mon sens, ce qui fait la valeur d'un témoignage, c'est pas le fait qu'il soit tardif ou pas tardif, c'est surtout qu'il soit corroboré. On a un très bon exemple du cousin qui surgit. Alors peut-être qu'il a été influencé par la médiatisation de l'affaire. Il va déposer aux gendarmes le 17 juin. Le 27 juin, Madame Barbier vient l'entendre chez lui. Et ce témoignage, il a beau être tardif. Certains ont vu, Madame Barbier a diligenté une enquête à un crime. Une partie de son témoignage est totalement crédible. Il est crédible parce qu'il y a des éléments qui donnent, qu'il ne peut pas avoir inventés, qui sont connus, qui sont vrais et qui ne peut pas avoir été inventés, qui n'ont pas été publics. Il cite notamment un incident avec des journalistes, avec les bols qui ferment un capot sur des journalistes devant chez les bols. Et ça, Patrick Fèvre n'a pas pu l'inventer. Bon, après, il y a une partie de son témoignage, soit il raconte n'importe quoi, soit il fait des confusions de dates. Mais voilà, ce qui compte dans un témoignage, c'est pas tellement qu'il soit tardif, c'est qu'il soit corroboré. Après, est-ce que ces témoignages vont survenir? Il y a beaucoup de témoins qui sont morts, il y a beaucoup de témoins qui sont âgés, qui ont peut-être perdu un peu la mémoire, et il faut pas se leurrer, dans la vallée, il y a, je pense, un ras-le-bol de l'affaire, parce que les journalistes ont piétiné un peu la tranquillité de ces pauvres gens. Et il y a aussi une idée qui a été répandue, aidée par une certaine presse, que finalement c'est la maman qui est coupable et n'en parlons plus. Donc je ne suis pas sûr. Entre ceux qui peut-être ont une idée mais finalement ne savent pas grand-chose et ceux qui ont appris des choses et n'ont pas intérêt à parler, je suis pas sûr qu'on aura des témoignages en fait. Peut-être, hein, tant mieux hein, si je me trompe, mais je crois pas tellement à l'apport de témoignages tardifs, mais je ne déjuge pas un témoignage parce qu'il est tardif. Il peut être tout à fait valable. Hein. Il est étayé. Bon, bah écoute, super. Et bah écoute, j'aimerais te remercier pour tous ces éclaircissements et nous avoir accordé de ton temps. Bah, merci à vous sur tous. Grégory Tome 2. On te remercie, Thomas. Merci à Mia et Harold. Merci à vous. Merci tous les trois. Et bravo pour le travail que vous faites sur cette chaîne que je regarde avec attention et qui fait du bon boulot, honnêtement. Il y a à boire et manger sur le net, il y a beaucoup de choses. Vous faites partie des gens qui font un travail sérieux et honnête et bravo à vous pour ça. Et bah écoute, merci bien. beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Et bah à bientôt. Au revoir et bonne soirée à tous. À bientôt. Comme s'il fallait tout savoir d'une enquête judiciaire. Vous savez, on dit souvent ah, l'enquête piétine. C'est pas que l'enquête piétine, l'enquête elle avance, mais on ne le crise pas sur les toits. The day I knew I needed you, I was drifting out, safe from any shore. Didn't want to get hurt anymore, but you pulled me in like no one else could do. The day I knew I needed you. I was complicated, you made perfect sense. I was slowly breaking, but you knew how to mend. We're searching for some answers, who I was and where I'm running to. I was looking for me when I found you. When I found you. When I
changing my direction. I'm falling into our connection. I was complicated, you made perfect sense. I was slowly breaking, but you knew how to mend. We're searching for some answers, who I was and where I'm running to. I was looking for me when I found you. When I found you. When I found you. When I found you. When I found you.